Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous installer pour les personnes qui viennent d'entrer. On va essayer d'avancer un petit peu. On a perdu du temps là sur le démarrage. Apparemment, il y a des problèmes de transport aussi. Donc, il se peut que des personnes arrivent encore un petit peu après. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces premières rencontres parées. Lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs, un thème qui est beaucoup repris ces derniers temps dans la presse notamment, et dont nous allons pouvoir parler ce matin avec différents intervenants, notamment sur 4 temps forts dans la journée. Un premier temps avec, après les ouvertures par monsieur Auchard notamment, nous allons pouvoir parler avec l'équipe parée de leur fonctionnement, de ce qu'ils proposent, la cartographie notamment. Et ensuite sur 3 tables rondes qui seront modérées, qui donneront lieu derrière à des questions-réponses en fonction du temps aussi qui nous restera. Simplement pour vous préciser, nous avons une captation audio et vidéo de la scène. Alors vidéo de la scène, captation audio de la salle aussi, simplement audio. Donc pour les personnes qui voudront participer aux questions-réponses, vous êtes libre de donner votre identité, votre fonction ou pas, sachant qu'il y a une captation audio. C'est important de le préciser. Nous aurons une pause en milieu de matinée, puis une pause pour le déjeuner. Pour les personnes qui n'ont pas prévu encore le déjeuner, qui ne voudraient pas déjeuner à l'extérieur, mais bénéficier du repas de l'administration ici, ce sera encore possible si vous n'avez pas pris vos tickets. Vous pourrez régler en carte bleue, même au dernier moment. Il n'y a pas de souci pour ça. Très bien. Alors, pour commencer, pour ouvrir cette journée des premières rencontres parées, je vous demande d'accueillir monsieur Michel Auchard, directeur général de la Fondation Droits d'Enfance, qui gère l'équipe parée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers invités, c'est avec une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à ces premières rencontres parées organisées par la Fondation Droits d'Enfance dans le cadre du programme national dédié. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une réalité encore trop souvent méconnue, silencieuse et pourtant dramatique, l'exploitation sexuelle des mineurs. Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal ni d'un fait divers. C'est une violence grave, insidieuse, systémique, qui touche des mineurs dans toutes les sphères de notre société. C'est également une atteinte directe à leur intégrité physique, psychologique et émotionnelle. Dans ce contexte, ces rencontres ont une ambition simple mais essentielle: offrir un espace d'échange et de réflexion entre professionnels engagés. Car au-delà des constats, ce sont les pratiques, les expériences et les savoirs du terrain qui feront progresser notre action. Nous avons voulu créer ici un temps pour se parler, se questionner, se renforcer mutuellement dans un cadre bienveillant, respectueux et tourné vers des solutions concrètes. Le programme paré, porté par la Fondation Droits d'Enfance, s'inscrit dans cette dynamique. À travers ce programme, nous cherchons à renforcer la capacité collective à repérer plus tôt les situations, à agir avec justesse et à construire des réponses coordonnées entre tous les acteurs concernés: travailleurs sociaux, professionnels de la protection de l'enfance, forces de l'ordre, magistrats, éducateurs, personnels de santé, associations, institutions. C'est dans cette pluralité d'approches et de regards qui fait la richesse des rencontres parées. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, pour leur soutien, mais aussi leur soutien financier. Leur engagement à nos côtés rend possible ce moment d'échange et témoigne de l'importance accordée à cette problématique au plus haut niveau de l'action publique. Je souhaite également remercier l'ensemble des intervenants, les partenaires mobilisés, l'équipe du programme Paré et vous, toutes et tous, ici présents, pour votre engagement. Vous êtes au cœur de cette lutte et ce sont vos pratiques, vos convictions et votre présence aujourd'hui qui donnent tout son sens à ces premières rencontres.
Je souhaite que cette journée soit à la fois un moment d'écoute attentive, de partage enrichissant et d'inspiration collective. Mais surtout, qu'elle marque un véritable temps de mobilisation renforcée, toujours guidé par l'intérêt supérieur des enfants que nous nous engageons à protéger. Je vous souhaite des échanges fructueux et inspirants tout au long de ces premières rencontres pareilles. Merci à vous. Merci, Monsieur Auchard, pour ce premier discours d'introduction. Nous allons maintenant accueillir Madame Sabine Carré, adjointe de la sous-directrice de la Direction générale de la cohésion sociale, pour cette seconde intervention d'ouverture. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour ouvrir cette journée des rencontres parées dédiée à un enjeu qui nous engage toutes et tous, la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. En France, c'est plus de 11 000 enfants et adolescents qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Ce sont des chiffres effrayants et qui nous rappellent que la violence sexuelle à l'encontre des enfants n'est ni marginale, ni anecdotique, ni exceptionnelle. Ce sont des chiffres terribles, mais qui ne sont pas qu'un signal d'alerte. Ce sont des chiffres qui nous obligent, qui appellent à la mobilisation de tous, à la mobilisation de l'État, des associations, des collectivités, des professionnels de terrain, bref, à la mobilisation de la société tout entière. Coopérer pour mieux protéger. L'intitulé de ce colloque dit tout de l'impérieuse nécessité d'une mobilisation totale qui doit être coordonnée et structurée pour lutter efficacement contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Le plan de lutte contre la prostitution des mineurs, qui a été lancé en novembre 2021, était l'expression de la volonté affirmée de l'État de ne plus fermer les yeux sur ce phénomène et très concrètement de ne plus laisser seuls et démunis les professionnels, les jeunes, mais aussi leurs familles confrontés à la réalité de la prostitution. Ce plan a permis de poser les premiers jalons de la coopération entre les différents acteurs dans l'objectif d'accompagner de façon structurée non seulement les professionnels, mais aussi les mineurs en situation de prostitution et leurs familles. Cette mobilisation s'est renforcée il y a tout juste un an, en mai 2024, avec le lancement de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, dont l'axe 4 de cette stratégie est consacré aux mineurs et poursuit 4 objectifs: sensibiliser, communiquer, prévenir et repérer l'exploitation sexuelle des mineurs, orienter, accompagner et prendre en charge, améliorer la connaissance de ce phénomène et assurer une meilleure coordination au niveau local. Dès 2021, le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs avait été l'occasion de se rendre compte qu'un certain nombre d'initiatives existaient déjà et qu'une action efficace nécessitait d'abord de recenser les ressources disponibles dans les territoires pour ensuite les faire connaître et les coordonner. Et c'est précisément pour répondre à ce besoin qu'a été lancé en 2022 le programme Paré contre l'exploitation sexuelle des mineurs, programme porté par la Fondation Droits d'enfance. L'expertise de droits d'enfance en matière de prostitution des mineurs n'est plus à démontrer. Pour mémoire, c'est au regard de son expérience acquise dans la gestion du numéro d'écoute 116 000 enfants disparus que la Fondation Droits d'enfants s'est vue confier en 2021 la mise en œuvre de la plateforme d'écoute dédiée aux situations de prostitution des mineurs. Plateforme d'écoute qui est aujourd'hui intégrée au SNATED numéro 119. Cette expérience et cette expertise, surtout, sont à l'origine du déploiement par la Fondation Droits d'enfance, avec le soutien de la DGCS, du programme Paré, dont l'objet est, comme son acronyme l'indique, de piloter et animer un réseau d'acteurs mobilisés contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Le programme Paré, issu du premier plan de lutte, s'inscrit désormais dans la mesure 23 de la stratégie nationale de la lutte contre le système prostitutionnel. Ce programme répond de manière très concrète à un besoin que bon nombre d'entre vous connaissent bien, celui de structurer les liens, de structurer les ressources, les actions dans un champ où les initiatives sont encore trop souvent fragmentées. Paré, comme son nom l'indique, c'est un réseau, c'est une dynamique, c'est un appui aux professionnels, aux mineurs et à leurs familles. Son ambition est triple. Il s'agit d'abord
de créer du lien entre les structures et les acteurs qui interviennent en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle, pour animer ensuite un réseau d'échange et de coopération. Il s'agit ensuite de donner de la visibilité aux ressources, aux outils, aux formations qui sont disponibles sur le sujet, ce qui suppose tout un travail en amont de recensement, d'analyse de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, puis de visibilisation des actions. Il s'agit enfin d'impulser une prise de conscience et une prise en charge de ces questions dans les territoires, puis d'accompagner les structures et les professionnels dans la mise en œuvre d'actions concrètes au niveau local. PARE, c'est un annuaire recensant plus de 450 ressources. Ce sont des webinaires de thématiques consacrés aux échanges de pratiques professionnelles sur des sujets variés comme les fugues, la sexualité des adolescents, le aller vers. PARE, c'est aussi une newsletter trimestrielle pour faire connaître et valoriser les dispositifs et les événements locaux. Par ailleurs, pour le premier anniversaire de la stratégie nationale, le programme PARE a mis en ligne une cartographie des acteurs et des structures engagées dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Cette cartographie, c'est un outil précieux parce qu'il permet bien sûr de rendre visibles les forces vives sur l'ensemble du territoire, mais aussi parce qu'il permet de sortir de l'isolement et il favorise l'interconnaissance des acteurs sur leurs propres dispositifs. Vous allez avoir tout à l'heure une présentation détaillée de cette cartographie. Tous ces outils que je viens de citer font que le programme PARE est aujourd'hui un véritable centre de référence pour tous ceux qui œuvrent au quotidien à protéger les enfants. Une petite vidéo présentant l'ensemble des actions du programme PARE a été tournée, on la verra tout à l'heure dans quelques instants. Vous pourrez également disposer des liens vers les pages web qui hébergent toutes les ressources de ce programme. La DGCS soutient ce projet PARE depuis ses débuts, à hauteur de 274 000 € en 2022, 136 500 € en 2023 et 456 000 € sur 3 ans, 2024, 2025, 2026, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs. Au-delà du programme PARE, la DGCS finance à hauteur de près de 7 millions d'euros un grand nombre de projets visant à mieux prévenir, mieux repérer et orienter les victimes et améliorer leur prise en charge. Dans le cadre du premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, c'était 33 projets qui avaient été financés en 2022 et 2023 pour la création dans chaque département d'un dispositif d'accompagnement et ou d'hébergement. Dans la continuité, en 2024, ce sont 3 nouveaux appels à projets qui ont été lancés dans le cadre donc, de la stratégie nationale contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, donc à destination des mineurs. Un premier appel à projet institutionnel pour les collectivités territoriales, un deuxième appel à projet associatif, et ces 2 appels à projet étant conçus sur 3 ans. Et dans le cadre de ces 2 premiers appels à projet, ce sont 55 projets qui ont été retenus, 37 projets associatifs, 18 projets institutionnels, pour un montant de 6 millions d'euros par an. Ils permettent des actions de prévention, de sensibilisation aux phénomènes prostitutionnels à destination des jeunes, de l'entourage familial et du grand public, par le biais de divers supports comme des ateliers de sensibilisation, des groupes de parole, de l'affichage, par le biais aussi d'actions d'accompagnement des mineurs et des familles, que ce soit de l'accompagnement éducatif, de l'accompagnement psychologique, juridique, social, aussi par des maraudes et des maraudes numériques. Certains de ces projets permettent également d'organiser des séjours de rupture et ont permis l'ouverture de lieux d'accueil et de répit pour les mineurs victimes sur l'ensemble du territoire, que ce soit le territoire métropolitain et ultramarin. Et c'est précisément d'ailleurs ce que vous allez voir, ce que montre la cartographie interactive sur le site du programme PARE. Enfin, un 3e appel à projet a été lancé à destination des acteurs associatifs pour développer un réseau national de lieux d'accueil des mineurs victimes de traite des êtres humains et de prostitution. Une convention de 3 ans, 2024, 2025, 2026, a été signée avec l'association Kucha, qui déploie le réseau Satouk à l'échelle nationale. Ce réseau vise à orienter les mineurs victimes vers des structures d'hébergement adaptées avec des professionnels spécifiquement formés à la prostitution des mineurs. On voit donc que l'action du programme PARE, c'est l'une des dimensions du combat mené par l'État et ses partenaires contre l'exploitation sexuelle des mineurs, mais c'est une dimension
essentielle en ce qu'elle vient visibiliser les actions, renseigner et accompagner les jeunes, les parents, leurs familles et au final permettre une meilleure coopération sur le terrain. Cette journée de rencontre, ce sera l'occasion de partager, d'apprendre, de croiser les expériences, bref, de faire vivre cette dynamique de coopération qui est tout l'objet du programme Paré. Vous allez entendre des témoignages de terrain, vous allez entendre des analyses, des propositions, et ce sera aussi certainement l'occasion, j'en suis sûre, de faire émerger des nouvelles idées. Je tiens à saluer l'implication exemplaire de la Fondation Droits d'Enfance pour la qualité de son travail, pour son engagement, pour sa capacité à fédérer. Vous êtes un acteur pivot de cette dynamique et je vous remercie au nom de la DGCS pour votre investissement. Merci à vous toutes et tous aussi pour votre présence aujourd'hui, pour votre engagement constant. Merci de votre action sur le terrain. Et pour illustrer concrètement cet engagement, je vous propose maintenant de découvrir une petite vidéo qui a été co-réalisée par la Fondation Droits d'Enfance et la DGCS qui met en lumière le programme Paré contre l'exploitation sexuelle des mineurs et qui, donc ce programme soutenu par l'État, par la DGCS. Vous allez voir cette vidéo dans quelques instants et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite des échanges fructueux tout au long de cette journée. Merci à vous. En France, la prostitution des mineurs est interdite et passible d'une peine d'emprisonnement, tant pour le proxénète que pour le client. Pourtant, c'est un phénomène en pleine expansion qui touche des mineurs de plus en plus jeunes et de tous les milieux sociaux. Face à cette réalité inquiétante, l'État a décidé d'agir en 2021 en lançant un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. En 2024, cette mobilisation s'est renforcée avec le lancement par l'État d'une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, notamment des mineurs. Dans ce cadre, l'État soutient de nombreux dispositifs au niveau local et au niveau national, à travers toute la France, notamment dans les territoires ultramarins. C'est le cas du programme Paré contre l'exploitation sexuelle des mineurs, porté par la Fondation Droits d'Enfance. Dans le cadre du premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, l'État avait fait le constat d'un besoin de lisibilité sur les dispositifs existants et les ressources disponibles sur l'ensemble du territoire. Et c'est dans ce cadre-là que le programme national Paré avait pu être lancé par la Fondation Droits d'Enfance. Et donc c'est un programme qui est financé et soutenu par l'État depuis 2022. Les objectifs du programme Paré sont pluriels, à la fois pouvoir recenser l'ensemble des structures engagées et dispositifs existants sur le territoire, métropole et outre-mer compris, valoriser et mettre à disposition toutes les ressources et outils disponibles, à la fois pour les jeunes, leurs familles et les professionnels qui sont concernés par ces situations, et également pouvoir contribuer à la mise en réseau de l'ensemble des structures et professionnels engagés sur cette thématique. Pour répondre à ces objectifs, l'équipe du programme Paré de la Fondation Droits d'Enfance mène différentes actions. On met à disposition un centre de ressources en ligne qui centralise l'ensemble de la documentation existante sur la thématique. On organise également des webinaires réguliers d'échanges de pratiques entre professionnels et on publie tous les trimestres des bulletins de veille afin de valoriser les événements à venir, les actualités des territoires et les ressources disponibles. À l'occasion des 1 an de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, l'équipe Paré a mis en ligne une carte interactive qui recense les structures engagées et dispositifs existants sur l'ensemble du territoire. Donc toute personne concernée par ces situations pourra y retrouver les structures proches de chez elle pour l'accompagner, l'orienter au mieux selon ses besoins. Si vous souhaitez avoir des informations sur le sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs, n'hésitez pas à consulter le site du programme Paré et en cas de doute sur une situation, appelez le 119. Merci Madame Carré pour votre introduction et pour la réalisation de ce documentaire. Je vous demande maintenant, sans plus attendre, d'accueillir l'équipe Paré qui va nous expliquer son fonctionnement, ses constats. Donc je vous demande d'accueillir Madame Chloé Baudry, coordinatrice, Madame Céline Redon, éducatrice spécialisée et Madame Amélie Cavalier, chargée de mission.
Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. On tenait déjà par commencer à vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour lancer ces premières rencontres parées avec nous. Pour certains et certaines d'entre vous, on a eu jusque-là l'occasion de ne se voir qu'en visio ou par téléphone. Donc c'est aussi un plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui en présentiel. Cette journée, on l'a vraiment pensée à l'image de ce qu'est le programme depuis près de 2 ans et demi maintenant, c'est-à-dire des temps d'échange, des rencontres, du partage de ressources, d'expertise et surtout des remontées de terrain, puisque l'objectif est in fine de pouvoir améliorer à la fois le repérage, l'accompagnement et l'orientation des jeunes victimes ou en risque, mais également de leurs proches et de vous, professionnels qui êtes confrontés au quotidien à ces situations. On le sait, l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est une problématique qui à la fois nous mobilise tout autant qu'elle peut nous isoler. On est face à des situations éminemment complexes et là-dessus, je ne vous apprends rien. On est souvent contraint d'agir dans l'urgence, de trouver des réponses à la carte, cousu main pour chacun des jeunes concernés. Et donc, effectivement, vous en êtes témoin chaque jour. Ces jeunes sont fréquemment en rupture, sollicitent des professionnels et des équipes qui peuvent parfois être dépassés par l'isolement, qui peut être institutionnel notamment, les cloisonnements qui peuvent également être en interne, et ce même au sein de mêmes services et structures. Et on s'en est rendu compte, nous, dès le début de ce programme, même quand les ressources existent dans les territoires, eh bien, elles sont parfois mal identifiées ou peu visibles, et cela rend les prises en charge encore plus difficiles. Donc tous ces constats et difficultés que vous partagez avec nous depuis le début du programme nous enrichissent, nous, au quotidien, et nous permettent d'adapter nos actions et nos outils à vos besoins. Et c'était vraiment l'intérêt de ce programme national paré. L'objectif est toujours le même, et Madame Carré l'a très bien rappelé, c'est de pouvoir mettre à disposition des professionnels sur le terrain, des ressources, des outils, des expériences et initiatives innovantes, et de pouvoir surtout ouvrir les perspectives, parce que je me répète, mais on est quand même sur des situations qui nous contraignent à agir vite dans l'urgence, et parfois on perd le temps de la réflexion autour de ces enjeux. Donc c'est aussi l'objectif de cette journée, de pouvoir avec vous décaler le regard et faire un pas de côté pour pouvoir in fine mieux prendre en charge ces situations individuelles. Donc on voulait s'attarder quelques minutes sur vous, professionnels qui êtes parmi nous aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, nous sommes en lien depuis quelques semaines ou mois, pour d'autres depuis près de 2 ans maintenant. Mais aujourd'hui, dans cette salle, vous êtes à la fois des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. On a également des représentants des observatoires départementaux de la protection de l'enfance, des directions enfance-famille. On a la chance également d'avoir quelques représentants et personnels médico-sociaux au niveau de l'éducation nationale, des représentants des forces de sécurité intérieure et de la justice également. Donc voilà, vous avez ce petit graphique qui illustre la diversité sectorielle aussi, et aussi j'ai un deuxième graphique, on a quand même une majorité de structures associatives qui sont parmi nous, et c'était vraiment dès le début du programme, c'est vraiment les acteurs privilégiés avec lesquels on a pu être en lien également. On a la chance aussi d'avoir une diversité de territoires qui est représentée, et si pour des raisons pratiques l'Île-de-France est davantage présente, on a la quasi-totalité des régions qui est aujourd'hui représentée. Vous êtes des professionnels venus des 4 coins de la France, métropole et territoires d'outre-mer, que l'on remercie particulièrement d'avoir fait le déplacement aujourd'hui et de pouvoir venir nous apporter une lecture globale de ces enjeux.
Donc depuis et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a mis un point d'honneur depuis le début du programme, de pouvoir avoir une représentativité des différents territoires, des différentes réalités, qu'elles puissent être prises en compte et considérées. Donc on vous remercie vraiment tous et toutes chaleureusement pour votre présence et pour vos contributions à cette journée qui promet d'être très riche. Rapidement, pourquoi avoir organisé ces rencontres ? Vous en êtes déjà certainement toutes et tous convaincus, mais on ne le répétera jamais assez. La pluridisciplinarité et le décloisonnement sont essentiels à la prise en charge de ces situations. On en est convaincus et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est en travaillant ensemble à l'échelle nationale qu'on va pouvoir faire émerger une dynamique pérenne et cohérente autour de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Et voilà, cette journée, elle est placée sous le signe de l'interconnaissance entre professionnels, du partage d'expériences, de ressources, d'outils. Et on espère qu'elle va vous permettre de nourrir vos différentes expertises, de repartir avec des contacts, des ressources, des idées et des inspirations. Pour pouvoir décaler le regard, comme je le disais, et faire tous et toutes un pas de côté. Donc merci encore à vous toutes pour votre présence et puis très bonne édition de ces premières rencontres Paris. Alors, on voulait revenir avec vous sur quelques chiffres marquants qui ont donc marqué le programme Paris. Alors, en premier lieu, c'est quand même les échanges et les rencontres qui sont inhérents au programme, qui ont été là dès le début, qui se poursuivent. Et c'est vraiment l'essence même de Paris. C'est c'est le meilleur moyen pour prendre connaissance de l'existant et pour ensuite le partager au mieux et le valoriser. Donc les échanges se font sous différents moyens. Initialement, début 2022, on a pris contact avec les premiers lauréats des appels à projets qui avaient été initiés par la DGCS. Et puis, on a pu prendre contact avec les dispositifs qui étaient déjà existants sur les territoires. Donc là, ça a été une dynamique d'aller vers. Donc on a beaucoup fait d'envoi de mails, de prise de contact téléphonique. Qui ont ensuite donnent lieu forcément à des échanges un peu plus poussés, des échanges visio, des échanges physiques quand c'est possible. Et puis, pour compléter cette dynamique d'aller vers, on a également mis en place un formulaire de contact, donc qui est toujours disponible sur la page web de Paris, sur le site de droits d'enfance. Et là, c'est l'inverse. Du coup, c'est vous qui pouvez venir vers nous, Et donc, au final, ça représente, vous pouvez le voir, c'est affiché, donc 300 rencontres et échanges depuis fin 2022 et plus de 700 contacts établis. Donc, c'est toujours très, très nourrissant et c'est vraiment ce qui nous permet de faire évoluer le programme, de le penser en continu et pour répondre aux besoins et aux attentes qu'on identifie. Également, on peut se déplacer du coup sur les territoires de partout en France pour présenter le programme, pour participer à des réunions de réflexion de proximité ou à un colloque qui aura une ampleur départementale. Ça dépend le pourquoi du comment on nous contacte et le besoin qui est demandé. Donc, comme on l'a déjà dit, tous ces échanges, ces rencontres permettent d'alimenter les différents outils qu'on propose. Notamment, merci. Ouais. Donc, le premier outil qu'on a pu développer, c'est le centre de ressources. Il n'appartient pas à Paris, il est vraiment à la Fondation Droits d'Enfance et il y a différentes thématiques qui sont évoquées, qui sont traitées par les programmes nationaux de la Fondation, mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc, quand vous tombez sur le centre de ressources, sur la page, ça va se présenter comme la première grande photo que vous voyez. Donc, on sélectionne exploitation sexuelle des mineurs. Jusqu'ici, c'est à peu près logique. Et puis, on a un système de filtre sur la droite qui permet de sélectionner le type de ressources qu'on veut, la thématique et le profil. Une diversité de ressources s'affiche, on clique dessus et ça nous ramène vers le lien d'hébergement de la ressource. Donc voilà, les ressources sont toujours très variées.
on essaie d'en proposer un maximum et le plus... Enfin voilà, vraiment de sources diverses pour que chacun puisse y trouver son compte, quelque chose dont il a besoin pour son action, son intervention, etc. Donc ça va du podcast au rapport de recherche, à délivrer des outils qui ont été développés. N'hésitez pas à aller le fouiller, il est alimenté de manière continue. Et n'hésitez surtout pas, encore plus, à nous faire parvenir vos différentes ressources lorsqu'elles sont publiées, lorsqu'elles sont sorties, puisqu'elles sont également partagées dans la newsletter. Donc la newsletter qui est envoyée trimestriellement à nos contacts, divisée en 3 rubriques, les agendas, les actualités du réseau et les ressources. Donc les agendas, ça reprend les formations, les colloques qui se passent de partout en France. Les actualités de réseau sont assez diverses selon vraiment ce qui se passe, selon ce qu'on nous fait remonter. Et les ressources, pareil, c'est des ressources qui sont également dans le centre de ressources. Mais du coup, la newsletter, à nouveau, c'est pareil, elle est alimentée par vos retours, par les échanges qu'on a, donc on n'insistera suffisamment pas, mais n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça, puisque c'est vraiment par ces échanges et par vos retours, vos expériences qu'on peut construire ces différents outils. Et le troisième outil qui a été développé, ce sont les webinaires. Donc, comme a pu le dire Madame Taré, ils abordent différentes thématiques. On essaie toujours de les penser selon les constats qu'on a pu faire. Donc, voilà, il y a différentes thématiques qui ont été abordées, la fugue, la lévère, la santé sexuelle. Ils sont disponibles en replay sur YouTube. Pour ceux qui sont difficiles à trouver, ils sont toujours affichés sur la page, donc n'hésitez pas à aller consulter la page. Et tous les liens y sont. Et depuis peu, on essaie de joindre à chaque webinaire une valise pédagogique qui, du coup, propose différentes ressources. Enfin, d'ailleurs, un sacré nombre. Elle est très complète. Et donc, certaines ont pu être présentées pendant le webinaire, d'autres non. Mais du coup, c'est toujours bien de pouvoir la télécharger, de l'avoir sous le coude, même si on n'en a pas besoin forcément à l'instant T, mais ça peut être utile. Donc voilà, ça, on le joint. Et les webinaires plaisent, oui, on peut le dire. On a souvent 600 participants en moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Et parce qu'on avait quand même la slide des chiffres qui était derrière moi tout à l'heure, mais voilà, pareil, la newsletter est beaucoup lue, de plus en plus. Et par les chiffres, on peut voir que du coup, le programme et la thématique, forcément, intéressent de plus en plus. Donc voilà. Et on a 500 ressources qui sont référencées actuellement sur le centre de ressources. Et je laisserai la parole à Céline pour le dernier outil qui a été développé. Alors, ça nous semblait important de faire un petit focus sur le dernier outil qu'on a pu mettre en ligne, effectivement, pour l'anniversaire de la stratégie de la lutte. Donc, c'est la cartographie. Pour expliquer d'où vient cette cartographie, c'est une des missions premières que la DGCS a confiée au programme de cartographier le territoire, mais en plus de le mailler. Le but de cette cartographie, c'était de répondre au départ aux besoins premiers qu'on avait repérés et fait émerger lors des rencontres avec vous, avec différents partenaires, qui était celui de se connaître en dehors du territoire de chacun et surtout en dehors des connaissances de chacun. C'est-à-dire que chacun avait besoin de connaître des spécificités auprès des services judiciaires, des spécificités auprès des services de santé et savoir comment on pouvait ensemble travailler autour de cette problématique. Donc c'est pour répondre à ce premier besoin qu'on a construit cette cartographie, pour aussi pouvoir lutter contre le mouvement imposé par les réseaux de proxénètes par rapport aux jeunes filles qui les obligent à bouger sur l'ensemble du territoire métropolitain et donc de permettre aux professionnels de savoir rapidement, parce que généralement ces filles elles restent en lien ou quand le lien revient, de pouvoir savoir rapidement vers où les orienter sur le territoire où elles se trouvent afin d'être soutenues et de bénéficier d'un soutien d'un professionnel qui est compétent sur cette problématique. Donc pour juste vous raconter comment on a construit cette cartographie,
Alors déjà, on a repris tous les contacts qu'on avait eus sur 2 ans et demi. Et on les a donc classés par région puis par département. On a repris contact avec les personnes. Donc on avait eu énormément de rencontres, comme Amélie a pu le dire tout à l'heure. Et on avait des dispositifs qui étaient spécifiques à la prise en charge des mineurs sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y avait des associations qui portaient un projet dans le cadre des appels à projets. Et puis après, il y avait toutes les structures qu'on avait rencontrées, qu'on appelle chez nous de droit commun, c'est-à-dire des maisons de santé sexuelle, des maisons des adolescents, qui n'étaient pas forcément spécifiques sur la problématique, mais qui s'étaient formées et qui pouvaient être ressources pour les professionnels. Pour commencer cette première version de la cartographie, on a vu plus restreint, c'est-à-dire qu'on s'est contenté entre guillemets de contacter uniquement les dispositifs qui étaient spécifiques dans la prise en charge de ces mineurs afin de pouvoir élaborer un questionnaire assez précis. Donc on a contacté plus de 180 personnes, structures, associations, ce qui nous a permis aujourd'hui de sortir la cartographie avec environ 130 structures référencées. En plus de ces structures référencées, on a quand même mis en place ce que vous voyez là sur une liste de contacts nationaux, parce qu'il y a quand même énormément d'associations qui ont une portée nationale dans leur action, et ça nous semblait important que vous puissiez les contacter aussi directement pour qu'elles puissent répondre peut-être à un besoin à un moment donné sur une situation spécifique. Et on a un répertoire interne. Alors pourquoi on a un répertoire interne? Déjà parce que toutes les personnes ne souhaitaient pas forcément être sur une cartographie publique, mais aussi parce que, vous voyez sur la cartographie, il y a quand même des disparités au niveau des départements et des régions. Tous les départements ne sont pas fournis de dispositifs spécifiques à la prise en charge de ces mineurs. Néanmoins, on s'est rendu compte que quand même dans chaque département, il y avait au moins un professionnel ressource, soit qui était formé, soit qui avait commencé à mailler quelque chose sur son territoire d'un réseau avec des professionnels pour essayer de répondre à cette problématique, ou des groupes de travail lancés par des institutions comme les départements ou la déléguée des droits des femmes qui lançaient des groupes de travail thématiques pour commencer à élaborer un plan d'action sur le territoire. Donc pas forcément des structures spécifiques, mais quand même des personnes qui pouvaient être ressources, parce que le but, comme on l'a dit et répété, c'est de sortir de l'isolement face à ces situations et de s'organiser ensemble pour penser une réponse individuelle. Donc c'était un peu ça. C'est pour ça que le répertoire interne existe aujourd'hui. C'est de vous dire que même s'il n'y a pas de structure référencée sur la cartographie publique, il y a forcément peut-être quelqu'un qui peut au moins être ressource à ce moment-là sur une situation, qui n'est pas forcément un dispositif dédié, mais qui peut accompagner et décaler le regard sur la situation et trouver peut-être une autre porte d'entrée dans la prise en charge et dans le lien avec le jeune ou la jeune. Cette carte, elle est publique aussi parce qu'on souhaitait qu'elle réponde aux besoins des familles. Les familles sont souvent un peu, en tout cas, elles sont parfois ressources dans la prise en charge de ces mineurs, elles sont parfois proactives, et elles avaient besoin aussi d'avoir accès à des structures qu'elles pouvaient solliciter pour leurs propres enfants, en dehors des structures classiques et du circuit classique de la prise en charge de ces enfants. Voilà comment on a construit cette carte. Elle nous sert, elle est alimentée régulièrement. C'est-à-dire que depuis qu'elle est mise en ligne, on a rajouté une vingtaine de structures parce qu'on a mis un questionnaire qui est spécifique pour cette cartographie, qui est accessible sur la page Internet, pour permettre à chaque structure qui souhaite être référencée et souhaite être référencée sur cette cartographie publique ou sur le répertoire interne, de nous contacter, de nous alerter, et qu'on puisse après échanger ensemble et voir quelles sont les données qu'on va mettre sur cette cartographie. Comme vous voyez, chaque fiche, chaque point correspond à une fiche vraiment très précise avec la présentation de la structure, mais également les modalités d'action,
les moyens de contact et les flyers ou toutes les ressources qu'on nous a envoyées grâce à que les structures nous ont envoyées directement pour qu'on les puisse les mettre en ligne. Ces structures, ces moyens de contact, la structuration de la fiche, elle est identique, mais c'est grâce aussi au questionnaire qu'on a élaboré. Et je tenais à dire qu'on a élaboré ce questionnaire parce qu'on a rencontré aussi quelqu'un au Québec qui a fait un dispositif à peu près similaire et qui nous a beaucoup aiguillé aussi dans l'élaboration de cette cartographie, que ce soit à travers le questionnaire, mais aussi sur les écueils à éviter et sur la suite à donner à cette cartographie, parce qu'elle a vocation quand même à être alimentée régulièrement, mais surtout à bouger et à répondre aux besoins des professionnels. C'est le programme Paré, c'est celui-là, c'est de répondre aux besoins des professionnels, entre professionnels, et aussi comment on peut mailler ensemble. On a eu dès sa sortie énormément de retours qui nous a permis de faire plusieurs ajustements dans le cas pratico-pratique, mais aussi dans le cas des items à mettre. Voilà, là, il y a 4 items. Est-ce qu'il faut en rajouter? Est-ce que c'est pas assez précis? Voilà. Après, on est aussi gêné par la technique. Hein. On reste quand même pas très... Mais bon, en tout cas, on apprend et on a envie de faire des outils qui correspondent aux besoins des professionnels. Cet outil va nous aider aussi à penser à un réseau qui soit d'abord départemental, interdépartemental, voire régional, et pourquoi pas national. Le but, c'est de pouvoir travailler ensemble peut-être sur des thématiques. Et voilà, on a pensé à des idées sur le réseau. Ça, c'est Chloé qui en parle. Merci. Peut-être avant de vous entendre vous aussi sur votre appréhension de ces outils, est-ce que vous les utilisez, depuis quand vous les connaissez, etc. Et quelles suggestions vous auriez à apporter pour qu'on puisse continuer de les améliorer. Voilà, on voulait aussi insister encore une fois sur la nécessité justement de créer et surtout d'entretenir ce réseau au niveau national, et on estime qu'il va être également important dans les prochaines années de pouvoir le structurer avec vous, à la fois pour pouvoir formaliser les coopérations, déjà passer de tous ces liens informels à quelque chose de plus, à un engagement un petit peu plus collectif, visible, etc. On voulait aussi vous entendre là-dessus, sur vous, quels seraient vos besoins et envies pour la suite de nos collaborations. L'idée, c'est toujours de penser ensemble des réponses à apporter, de pouvoir également renforcer le poids des pratiques de terrain et toujours mieux articuler le local et le national. Voilà, l'objectif, en une phrase, c'est que ensemble, on puisse être justement parés contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc on voudrait accorder la fin de ce temps à des échanges avec vous pour savoir, vous, quelle est votre appréhension de ce programme, est-ce qu'il répond ou non à vos besoins, est-ce que vous auriez des suggestions ou des questions à nous poser sur tous les outils qui vous ont été présentés. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Merci. On a 2 collègues qui vont passer avec des micros dans la salle pour les questions-réponses. Si vous avez des questions à poser aux collègues de l'équipe Paré, je vous laisse vous signaler auprès de nos collègues qui pourront venir avec les micros. Des questions ou des remarques, n'hésitez vraiment pas. Est-ce que déjà, vous aviez tous connaissance de cette cartographie? Est-ce que vous aviez pu aller la découvrir sur notre site? Est-ce qu'elle répond à vos besoins? N'hésitez pas à partager les expériences que vous avez pu faire aussi, en utilisant les outils, ou peut-être en partageant justement avec vos collègues du même département ou d'un département limitrophe, parce que c'est l'idée aussi un petit peu, c'est que tout le monde puisse échanger. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre travail et aussi d'être proactif, parce que des fois, on n'a pas le temps de vous relayer certaines informations parce qu'on oublie ou qu'on est dans notre quotidien, et vous êtes très alerte là-dessus, et je vous remercie des partages qu'on a pu avoir ensemble. Dans les perspectives, je me dis, là, on doit être vigilante et réfléchir peut-être ensemble à la manière dont on peut procéder. C'est une exploitation sexuelle qui est très moderne, qui évolue et qui se structure, et qui a 2 trains, 4 trains d'avance sur nous, notamment sur le fait
que c'est une exploitation mobile, c'est-à-dire qu'ils déplacent les filles. Donc dans le repérage aussi, ça complexifie les choses. Et pour les structures d'identifier, nous, on est assez sur nos territoires, de la manière, comment on peut repérer cette exploitation mobile, et notamment qu'elle est de plus en plus logée, notamment sur des structures privées de type Airbnb ou autres, et donc moins facilement rendue répréhensible par les forces de l'ordre. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on peut se moderniser pour protéger notamment ces jeunes filles. Tout à fait. Merci Madame Mauchamp qui, je le précise, est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire du Haut-Rhin. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Bonjour, Valentine Hanot, directrice adjointe du service social de l'enfance de l'Essonne, Fondation Olga Spitzer. Nous, on intervient en protection de l'enfance, donc en général, les éléments de danger sont déjà connus. Ce à quoi nous, on est confrontés, c'est les lieux d'accueil pour ces mineurs, et notamment concernant l'aide sociale à l'enfance, puisqu'ils ne sont pas forcément équipés pour pouvoir accueillir et accompagner ces jeunes en situation prostitutionnelle. Et en fait, c'est un vrai souci d'orientation, là. Alors, je ne sais pas s'il y a des juges des enfants dans la salle, mais en tout cas, ils doivent connaître cette problématique. À un moment donné, oui, il faut extraire du milieu, de l'environnement naturel du jeune pour le protéger. Déjà, quid où, parce qu'il faudrait presque que ce soit le bout du monde, pour qu'il soit intouchable par le réseau, quand même. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut leur fournir en fait en termes de prise en charge spécifique, parce que c'est aussi le sujet de contamination possible sur le groupe, et quid encore de l'infiltration du réseau sur les lieux de placement, mais ça vous le savez mieux que moi. Je vais laisser ma collègue Céline, qui est éducatrice spécialisée, vous répondre, mais peut-être pour d'ores et déjà vous préciser qu'il y aura une table ronde qui sera dédiée à ces enjeux cet après-midi sur l'accompagnement à l'épreuve des réalités de terrain, et voilà, les retours d'expérience des professionnels qui vont pouvoir intervenir vont pouvoir aussi vous éclairer sur toutes ces questions. J'ai pas pu ça dire. Non, la table ronde, elle sera exactement portée sur ces enjeux-là. Okay. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on repère, qu'est-ce qu'on fait quand on place, est-ce que la mesure de placement est la seule solution, et quand elle a lieu, comment elle se construit. Ce qu'on sait, en tout cas nous, des dispositifs spécifiques qu'on a rencontrés des lieux de placement, c'est que ça ne peut pas être ad vitam aeternam. Il y a quand même un travail qui doit se faire de retour dans le droit commun. Et bien sûr, il y a l'idée de protection de groupe qui interpelle l'ensemble des professionnels, mais peut-être qu'il faut penser aussi l'accompagnement spécifique de manière différente que celle du placement, et que voilà, en tout cas, c'est des choses qu'on va questionner un peu sur la table ronde de cet après-midi. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Hélène Baudard, je suis la directrice du pôle protection de l'enfance pour l'association Solfa. Peut-être pour répondre, puisque nous on a ouvert maintenant il y a plus de 4 ans un dispositif qui s'appelle l'accueil Gaillard sur le Nord, qui permet l'accueil à 10 jeunes filles au niveau national, donc dans le cadre d'un placement administratif ou judiciaire, d'être extrait de son lieu de territoire pour pouvoir essayer en tout cas de travailler autour de la prostitution, de la problématique d'abord adolescente, et puis la prostitution quand elle est conscientisée, en tout cas un minimum. Donc voilà, donc on peut accueillir des jeunes sur tout le territoire, donc n'hésitez pas, même s'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui, puisqu'on reste unique, mais en tout cas, voilà, vous pouvez, j'ai mis des flyers sur la table à l'entrée, voilà, comme ça vous avez nos coordonnées si besoin. Merci Madame Baudard. Oui, Virginie Girardot, bonjour. Je représente l'Observatoire de protection de l'enfance d'Alsace. Je tenais vraiment à vous remercier pour ce travail de recensement de toutes les expériences et services qui existent.
Nous sommes dans un phénomène en extrême évolution. Nous venons à peine de terminer une recherche-action et ça bouge tellement. Ça a permis vraiment, notamment au niveau de votre newsletter et votre espace ressources, de continuer de faire vivre ce travail-là et de ne pas perdre le fil. En termes de besoins, voilà, j'ai pu expérimenter dans un autre domaine de la santé des communautés de partage entre professionnels où on se retrouve en interprofessionnel, mais aussi concernant certaines problématiques. Le dispositif de Loire-Atlantique Alba propose des choses de ce type. Et voilà, en tout cas, je pense que ça pourrait nous apporter beaucoup de développer ce travail en réseau, en local et en national. Encore merci de votre engagement. Merci beaucoup, Madame Girardot. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? On a le temps de les prendre si vous souhaitez. Madame Fauvet. Oui, bonjour à tous. Anne-Marie Fauvet, directrice de la Gazette dans la Loire. En fait, par rapport à votre question de dire est-ce que l'outil vous convient, et je trouve que par rapport aux interventions, parce qu'effectivement, on rencontre tous la même problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les placements qui sont proposés par l'aide sociale à l'enfance ne correspondent pas vraiment aux problématiques des jeunes qu'on accompagne. Et je trouve, par rapport à votre question, que justement, ce que vous proposez à travers votre site et le travail que vous faites, c'est justement qu'on arrive nous-mêmes à travailler en réseau entre acteurs, ce qui serait, pour moi, c'était, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'on arrive à se connaître les uns les autres et qu'on puisse, par exemple, nous, dans la Loire, pouvoir interpeller quelqu'un, je ne sais pas, moi, sur, peut-être pas Paris, mais sur Toulouse, parce qu'il y a une possibilité d'hébergement, ce qui nous permet effectivement d'évacuer le jeune ou la jeune et puis de pouvoir répondre aux besoins. Donc je trouve, en fait, c'est parce que j'entends bien votre besoin de retour par rapport aux outils que vous mettez en place, et c'est de vous dire, moi je pense que c'est extrêmement intéressant et que sans doute on a encore des perspectives de travail ensemble. Alors effectivement, le site est bien, mais à un moment on a besoin de se rencontrer, d'où la nécessité de cette journée aujourd'hui. Mais il me semble que dans les perspectives qu'on peut avoir ensemble de comment on utilise le travail que fait Paré, il me semble que c'est là, parce que l'important c'est qu'on puisse répondre collectivement aux besoins des jeunes, et on voit bien, mais on en parlera tout à l'heure, c'est notre capacité à nous-mêmes à travailler en réseau, en fait, puisque en face, les gens sont en réseau. Hein. Voilà, donc continuer, et peut-être qu'on a d'autres perspectives de travail plus maillées, en fait. Tout à fait, pour structurer et consolider effectivement ce travail en réseau, ce qui va être essentiel aussi sur les prochaines années, puisque effectivement la carte interactive ne reste qu'un outil, et s'il n'y a pas derrière les liens et les échanges, voilà. Donc merci Anne-Marie. Une dernière question pour ce temps-là. Hein. Alors c'est pas forcément une question, c'est plus illustrer l'utilité de la carte et le projet Paré. Puisque nous, sur Perpignan, on est à la recherche d'expériences sur les maraudes numériques. Donc on s'est mis en contact avec vous. On a eu des numéros, ce qui permet, en plus de nous, d'avoir l'expertise d'autres territoires, mais aussi de se mettre en lien par rapport à la mouvance des jeunes. Donc du coup, on s'est mis en contact avec Toulouse et on va se rencontrer pour qu'il n'y ait pas ces ruptures de parcours avec les jeunes, quoi. Voilà. Merci. Eh bien, on s'en réjouit. Merci beaucoup pour vos retours qui sont très utiles à l'équipe. Merci Chloé, Amélie et Céline pour cette intervention. On va vous laisser libérer l'espace pour pouvoir accueillir maintenant les intervenants de la première table ronde que j'invite à monter sur scène, qui nous viennent de loin. Cette table ronde... Donc la première table ronde s'intitule « Les enjeux spécifiques des territoires ultramarins ». Donc je laisse les partenaires s'installer et je vous présente la modératrice, Madame Sandrine Pépi, qui est directrice des projets nationaux de droits d'enfance. Pour rappel, la Fondation Droits d'enfance a 3 programmes nationaux que sont évidemment le programme Paré pour lequel on est réunis aujourd'hui, mais également le 116 000 enfants disparus et le service social international. Madame Sandrine Pépi.
marche ? Oui. On se met tous ensemble, c'est plus convivial, je ne vais pas me mettre au pupitre. Donc bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à nos intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Cette table ronde, c'est la première... le temps paré était une présentation un petit peu de nos actions, mais là, on commence vraiment dans les tables rondes et les échanges qu'on va pouvoir avoir. Et cette table ronde concerne les enjeux spécifiques dans les territoires ultramarins. Je suis quand même ravie de pouvoir avoir 3 territoires représentés aujourd'hui. Et l'idée aussi de cette table ronde va être vraiment d'intervenir et de mettre en lumière les réalités, les vulnérabilités propres à ces territoires, dont on parle peu, moins, et pas forcément pris en compte à chaque fois dans les stratégies nationales non plus. Donc c'était très important de vous avoir parmi nous, de commencer par vous également. C'est quand même quelque chose qui était important. Et ensuite, on ira dérouler les 2 autres tables rondes. On va commencer par des présentations. L'idée, c'est de présenter, chaque intervenant va présenter un petit peu sa structure, ce qu'il fait, et ensuite on aura un temps d'échange sur les enjeux et les besoins sur les territoires ultramarins et un temps de questions-réponses à la fin. On va commencer... Il y a un ordre, il n'y a pas forcément d'ordre. On va commencer par Pauline Matelon, qui est la coordinatrice régionale de AGAV-CIDFF en Guyane, que je vais laisser se présenter et présenter sa structure. Donc, bonjour tout le monde. Merci à l'équipe Paris de nous permettre d'être parmi vous et de se rencontrer aussi. Ça fait plaisir d'être avec des collègues ultramarins. Donc, je suis effectivement coordinatrice régionale sur les questions de prostitution et de traite aux fins d'exploitation sexuelle à l'AGAV-CIDFF en Guyane. Donc, nous sommes l'association guyanaise d'aide aux victimes et centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Guyane. Donc, nos missions principales, ça va être de favoriser l'accès aux droits sur tout le territoire en permettant un accompagnement global des victimes d'infractions pénales, donc avec des permanences de soutien juridique, mais aussi du soutien psychologique. Et en fonction des besoins des bénéficiaires, ça peut aussi être de la parentalité, par exemple. Nous avons aussi des missions de sensibilisation auprès des jeunes de 14 à 25 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler principalement des mineurs, mais à l'AGAV, les mineurs, voilà, on pousse un petit peu jusqu'à 25 ans, parce que ça nous semble important de pouvoir suivre un petit peu justement les jeunes. Les missions spécifiques sur les mineurs au sein de l'association vont vraiment être sur l'accompagnement socio-éducatif du jeune, mais aussi prendre en compte un petit peu son environnement familial, ce qui est un petit peu compliqué de mettre les parents dans le lien avec la structure. Les interventions qu'on réalise dans les établissements scolaires, mais dans les structures qui accueillent les jeunes, donc sur des thématiques comme les risques prostitutionnels, mais également les violences, notamment intrafamiliales et sexuelles, nous permettent de faire un repérage systématique et de laisser la possibilité aux jeunes de laisser leur numéro, en tout cas un contact, de façon anonyme, s'ils souhaitent être recontactés par l'équipe afin de pouvoir soit mettre en place un accompagnement ou juste répondre à des questions sur leurs droits. Ce qu'on va aussi pouvoir mettre en place, c'est tout ce qui va être justement lutte contre l'exploitation sexuelle. C'est vrai qu'à l'association, depuis 2022, on travaille justement sur les questions de prostitution et on a pu réaliser justement un diagnostic territorial de la prostitution sur tout le territoire pour pouvoir saisir un petit peu l'ampleur du phénomène et collecter en fait les besoins des bénéficiaires et des professionnels sur cette thématique-là. Donc je vous ai amené quelques exemplaires, donc j'en laisserai un petit peu à l'accueil sur la table. Et c'est vrai qu'en fait, avoir réalisé ce diagnostic nous a permis vraiment de savoir, en tout cas essayer de mieux appréhender un petit peu les besoins du territoire sur ces thématiques-là. Et on a un petit peu ouvert une boîte de Pandore et on s'est retrouvé submergé de demandes, que ce soit de la part des usagers, mais aussi des professionnels. Et tout ce qui est enjeu, besoin, on aura le temps d'en discuter. Globalement, voilà ce qu'on fait à l'AGAV, CIDFF, et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais on va partir à Mayotte et je vais laisser la parole au directeur de l'association Nariki Nsada, Monsef Moudouar, qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait dans sa structure à Mayotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai 5 minutes, c'est ça ? C'est tout à fait ça, vous avez 5 minutes. Top chrono, on y va.
Je vais essayer de rentrer dedans. Oui, alors je vous remercie de nous associer à cette table ronde importante. Je m'exprime ici au nom donc de Narek Msada, une association qui est fondée en 2003. Notre structure est engagée depuis plus de 20 ans dans la promotion d'une meilleure santé sexuelle et reproductive de la population à Mayotte. Nos principales missions portent sur l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, le soutien aux personnes en situation de prostitution, la prévention et l'éducation à la vie affective et sexuelle, en particulier auprès des jeunes, la plus grande composante de la population mahoraise. Nous travaillons en lien avec différents partenaires, dont le Centre hospitalier de Mayotte, l'Éducation nationale, la PJJ, le SPIP, des structures sociales ainsi que de nombreux partenaires associatifs. Si nous ne sommes pas une structure spécifiquement dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, nous sommes régulièrement confrontés à des situations qui posent question. Relations sexuelles tarifées, jeunes filles et garçons hébergés en échange de faveurs sexuelles, adolescents en rupture familiale, parfois contraints à la survie. Mayotte est un département français d'outre-mer à part entière, mais pas à égalité de moyens. Le contexte est marqué par une démographie unique. Mayotte est le département le plus jeune de France, avec plus de 50% de la population âgée de moins de 18 ans. Une pauvreté extrême, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, une immigration hors norme et une large partie de la population qui ne coche à aucune case, donc sans existence administrative ni droit ouvert. Une tension permanente sur les services sociaux de santé et de protection de l'enfance. Dans ce contexte, l'exploitation sexuelle des mineurs, bien que très peu documentée, est une réalité préoccupante. Elle prend souvent la forme de prostitution de survie, parfois banalisée, parfois tue dans les établissements scolaires, les quartiers ou dans l'économie informelle. Ce que nous constatons, c'est un sous-dimensionnement des réponses institutionnelles. Une mission protection de l'enfance insuffisamment mise en œuvre sur le territoire en raison des moyens très limités, ne permettant pas d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux en la matière. Solution de placement en déphasage total avec la réalité des besoins, familles d'accueil surpeuplées, seulement une dizaine de lieux de vie et d'accueil, pas de foyer éducatif. Des insuffisances notoires en matière de suivi éducatif des mineurs, auxquelles s'ajoutent des difficultés chroniques d'accès à la scolarisation. Une politique d'accompagnement à la parentalité qui gagnerait à être davantage développée dans un contexte de fonction parentale en crise. La protection judiciaire de la jeunesse, elle aussi sous-dotée, peine à suivre les jeunes en danger, notamment ceux victimes d'exploitation ou en errance. Il n'existe pas de dispositif clairement identifié à Mayotte pour repérer, signaler et accompagner les mineurs victimes d'exploitation sexuelle. En résumé, à Mayotte, les déterminants sociaux, les vulnérabilités migratoires, l'absence de structures spécialisées et la jeunesse massive de la population rendent la problématique de l'exploitation sexuelle des mineurs aussi urgente qu'invisible. Nous appelons à une meilleure coordination entre les acteurs santé, sociale et judiciaire, un investissement fort de l'État sur cette question pour accompagner le département à jeter les bases solides d'une véritable politique de protection de l'enfance sur le territoire, ainsi qu'une formation des professionnels au repérage et à l'accompagnement de ces jeunes ouvertement et scandaleusement oubliés à Mayotte. Merci beaucoup. On a eu un petit peu quelques petites infos sur les enjeux et les besoins dont on reparlera tout à l'heure. Donc c'est parfait, je laisse la place. On part à la réunion maintenant, à l'association Tu es mon autre. Et on a le plaisir d'avoir avec nous la coordinatrice, Lidwin Gay, et la chargée de projet, Carole Floricourt, qui vont nous présenter ce que fait l'association Tu es mon autre. Et ensuite, on pourra passer aux échanges sur les enjeux et les besoins. Merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à tous. Donc je suis Carole Floricourt, chargée de projet, mais surtout animatrice sur le terrain, tout ce qui est la prévention dans les hôpitaux, dans les écoles, les établissements scolaires, enfin voilà. Donc on a préparé un PowerPoint, Lidwin va le faire.
Bonjour à tous. Alors donc notre association qui existe depuis 2015, on est conventionné avec les hôpitaux et établissements psychiatriques, donc on intervient directement sur place. Donc nos missions, c'est de la prévention, donc lutte contre l'exploitation sexuelle, avec une équipe avec différentes compétences, donc une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui sont présents. Donc on fait aussi de la prévention en milieu scolaire. On intervient également en milieu associatif, donc auprès des structures qui prennent en charge des enfants, notamment par exemple des enfants issus de l'ASE. Donc on fait également de l'accompagnement psychologique, juridique, socio-éducatif, donc notamment avec notre équipe. Et puis aussi, depuis peu, on fait de la maraude numérique, parce qu'à La Réunion, les réseaux sociaux sont vraiment très, très prisés par les jeunes. Donc je vais essayer d'être court. Notre public, alors c'est vrai qu'on a mis de 7 à 17 ans, mais réellement, ça va de 0 à 17. Après, on touche aussi des jeunes adultes. Mais quand on fait de la prévention, on reste quand même avec un peu plus âgés. Et aussi, on touche les parents parce que non seulement on intervient auprès des enfants et des mineurs et des jeunes adultes, mais on intervient aussi des parents puisqu'on est dans le cadre du REAP à La Réunion. Donc c'est un réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents, également un contrat local de santé mentale. Donc on travaille en lien avec aussi les structures qui sont sur La Réunion. Voilà. Donc, que dire d'autre? Donc les observations sur le terrain. Donc ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, il y a une banalisation de la prostitution, donc manipulation affective. Donc, par exemple, il y a 42% des jeunes qui sont dans des familles monoparentales. Et puis, voilà. Donc, on a aussi des échanges de faveurs sexuelles contre drogue, affection, protection. Donc, la cyberviolence, chantage. Bon, je pense que tout est lu. Vous voyez un petit peu. Voilà. Et puis, nous, le fait qu'on intervient directement en milieu hospitalier et psychiatrique, donc cette démarche qu'on a, en fait, on a une approche qui est différente. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord en tant qu'animation. Voilà, ça a créé un climat de confiance avec les jeunes qui sont touchés par leur santé mentale, ce qui fait qu'ils ont une facilité quand on vient fait de la prévention au travers des projets, donc au travers des activités, du théâtre par exemple ou de l'art. Donc facilement, ils se livrent à nous. Et après, on travaille en collaboration avec les équipes qui sont déjà présentes. Donc ce qui fait qu'on ne se substitue pas des fois par exemple, si c'est des structures qui prennent en charge des mineurs avec des difficultés. Voilà. Et puis, et les enjeux, les enjeux, ça reste quand même, à part nous, à notre échelle, nous, là où on intervient sur La Réunion, soit dans l'Est, dans le Sud, dans l'Ouest, on intervient régulièrement. Donc, toutes les semaines, on est auprès des jeunes, des mineurs. Nous, on peut donner déjà les informations concernant La Réunion, enfin là où on intervient. Mais après, sur toute l'île, c'est vrai que c'est invisible, il y a une invisibilité de la prostitution des mineurs. On a aussi une fragilité des jeunes qui sortent de l'ASE, puisqu'on touche aussi ces jeunes-là. Puis, il manque de place, de structures de soins, de structures d'hébergement, ce qui fait que, par exemple, quand on a des jeunes qui ont fugué, par exemple, et on a eu des cas de prostitution pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis, je pense que comme vous lisez, excusez-moi, c'est pas évident. Voilà. Et puis, énormément de jeunes qui sont influencés par le numérique. Donc, comme je vous disais, nous, quand on intervient, on fait par exemple des émissions de radio, des émissions où on leur permet de leur donner la parole et automatiquement, ils nous parlent des cas de prostitution ou alors même on a des suspicions de prostitution qui est liée au numérique. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. On va pouvoir un petit peu maintenant aller sur la partie
Je reviens juste en arrière pour remettre, voilà. On va aller sur la partie justement discuter des enjeux et des besoins. Ça a été dit, c'est pas forcément très documenté sur vos territoires. Ça a plutôt été dit par vous, mais je pense que c'est un petit peu la même chose sur les territoires. Il y a des outils, il y a des diagnostics qui sont faits, il y a des choses qui sont faites de manière un petit peu à la marge, mais il y a cette idée un petit peu de voir et de mettre en lumière, c'était le sens que ça prenait aujourd'hui cette table ronde, de pouvoir parler un petit peu des enjeux. Donc là, je vais vous laisser prendre la parole je vais vous poser une question, mais de manière un peu spontanée pour pouvoir mettre en avant quels sont les enjeux sur vos territoires et quels sont selon vous en tout cas les freins ou réalités spécifiques aux territoires ultramarins qui rendent en fait cette lutte contre l'exploitation sexuelle particulièrement complexe et qui divergent un petit peu de ce qu'il peut y avoir sur le territoire métropolitain. Et qu'est-ce qui aussi selon vous dans ces contextes locaux échappe parfois au regard en tout cas des plans de manière générale et des politiques publiques. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vous laisse. Vous voulez prendre la parole? Allez-y. Alors déjà, Alors, au niveau de la Réunion, les jeunes, ils sont de plus en plus, ils ont plus confiance auprès des travailleurs sociaux. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, du coup, il y a une difficulté de libérer la parole auprès d'eux. Et c'est vrai que cette autre approche que nous on a, ça permet, quand ils libèrent la parole, ils parlent des cas de prostitution, par exemple. Et c'est vrai qu'après que là, on travaille avec, ce qui fait qu'il y a un travail en collaboration avec les professionnels qui sont sur place. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux côté Guyane et côté Mayotte? Concernant la Guyane, donc je vais revenir un petit peu sur déjà le constat. La Guyane, on est déjà en Amérique du Sud, on est entre le Suriname et le Brésil, donc avec des frontières qui sont internationales. C'est un territoire qui est presque aussi grand que le Portugal, donc l'accès aux droits est compliqué. Il y a peu de structures aussi, aucune structure en tout cas, qui travaille uniquement sur la prostitution ou en tout cas la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc on fait tous un petit peu à notre niveau. Pour la prostitution des mineurs, comme mes collègues, on est aussi sur une prostitution de première nécessité. Donc on va avoir des jeunes qui vont accepter des rapports sexuels contre un sandwich, une barquette de poulet, ou même des fois contre un trajet en scooter parce qu'il pleut et que finalement il faut remercier la personne qui nous a rendu ce service. C'est vraiment des termes qui ont été utilisés par les jeunes. On va aussi avoir un phénomène qui est assez spécifique à mon sens en Guyane, c'est le phénomène des restes avec. Donc, dans certaines communautés en fait, où on a des enfants qui viennent souvent des Caraïbes, qui sont envoyés en Guyane par leur famille dans des proches de la communauté, des proches, mais voilà, ça peut être le cousin, la femme du cousin par alliance, mais ils sont même plus ensemble, donc finalement on atterrit chez un individu qu'on ne connaît pas. Finalement, au bout d'un certain temps, l'hébergeant indique aux jeunes il va falloir que tu subviennes à tes besoins en fait à la maison parce que tes parents n'envoient plus d'argent, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, et donc on a vraiment des dynamiques qui se mettent en place à ce moment-là, que ce soit au niveau de l'exploitation sexuelle mais aussi du travail forcé. Et donc ces jeunes qui devraient être reconnus comme MNA ne le sont pas du tout, donc ils sont un petit peu invisibles aux yeux des institutions, et s'il n'y a pas eu de violence avérée reconnue peut-être par exemple par une assistante sociale ou par l'établissement scolaire, c'est des jeunes, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans les habitations, surtout qu'on va être la plupart du temps dans des habitations informelles, donc dans des quartiers totalement informels, où peu de structures se déplacent. Donc ça rend encore plus le repérage et l'identification compliqué. Et je voulais aussi parler de ce qui se passe dans les camps d'orpaillage, parce qu'on a aussi de la prostitution dans les camps d'orpaillage, mais de la prostitution de mineurs. Des mineurs qui viennent souvent des pays voisins, mais aussi des mineurs qui sont nés en Guyane et qui sont du coup très mobiles. Quand on est sur l'est du territoire, donc au niveau de la frontière avec le Brésil, on ne parle même pas de frontière, en fait c'est vraiment un bassin de vie,
pour les gens qui y habitent. Donc des fois, le jeune, il va être né au Brésil, mais scolarisé, par exemple, sur le territoire français, ou inversement. Mais du coup, les professionnels ont beaucoup de mal à accrocher ces jeunes-là, qui sont sans cesse du coup en mouvement et qui n'ont plus confiance non plus finalement dans les institutions, qui des fois font des appels à l'aide, mais il y a peu de gens finalement, peu de professionnels en tout cas sur le territoire, et encore plus sur ces communes isolées où des fois il faut prendre l'avion ou la pirogue. En ce moment c'est la saison des pluies, donc c'est pas recommandé. Donc il y a aussi toutes ces difficultés d'accès, ces difficultés logistiques en fait pour pouvoir prendre en charge ces jeunes, et un manque aussi de formation, même si de plus en plus on commence à en parler de la prostitution des mineurs en Guyane. C'est assez récent quand même. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de grande coordination sur le département sur ces questions-là. Donc on essaye entre structures de s'appeler, de se former, ou ceux qui ont été formés peuvent transmettre à leur tour. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'il y a vraiment cette envie, en tout cas cette volonté d'accompagner, de bien faire, mais qui est freinée par les problèmes structurels et de moyens humains finalement, je pense, comme dans tous les territoires et aussi en métropole. Merci beaucoup. À Mayotte ? Alors, du côté de Mayotte, plusieurs réalités structurelles peuvent rendre la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs extrêmement complexe. L'invisibilité sociale d'une partie des ados. De nombreux mineurs ne sont ni scolarisés, ni suivis, ni enregistrés à l'état civil, parfois en situation irrégulière ou isolés sur le territoire. Ils échappent ainsi à tous les filets de protection hors radar des institutions. Une pauvreté massive et chronique, je le disais tout à l'heure, elle pousse à des situations de survie, y compris chez les plus jeunes. Dans ce contexte, la prostitution de mineurs, souvent déguisée sous d'autres formes, ça a été dit par mes collègues, devient une stratégie de subsistance tolérée, voire organisée dans certains cas. Le poids des normes sociales et du silence. Parler de sexualité reste encore tabou. La parole des enfants sur les violences subies est étouffée, voire niée, y compris dans les familles ou les communautés. Des institutions sous-dotées, l'ASE et la PJJ, pourtant en première ligne, sont saturées et en sous-effectif, ce qui ralentit ou empêche le suivi des situations à risque. Enfin, les réponses nationales peinent à s'appliquer à Mayotte. Le cadre réglementaire et les dispositifs pensés pour l'Hexagone ne tiennent pas compte des réalités locales, insularité, langue, pluralité des statuts ou encore mobilité contrainte. Ça a été évoqué aussi à ma gauche. Il faut savoir qu'à Mayotte, il n'y a pas de transport en commun, par exemple. Pour se déplacer, il faut prendre le taxi ou avoir son propre véhicule. Alors, le taxi, ça ne coûte pas cher pour nous tous qui sommes ici. Nous mettons facilement 2 €, 4 € dans une tasse de café ou un verre en apéro. Mais pour la très grande majorité de la population à Mayotte, les gens font des plans sur la comète sur la pièce d'1 €. Donc forcément, mettre 2, 3, 4 € sur un taxi, il faut vraiment que ça soit un projet qui en vaille la peine. Et puis l'autre aspect, c'est pour toute cette population en situation irrégulière administrativement, prendre le risque de se faire contrôler par la police, il faut vraiment que ça soit un vrai projet. Donc il y a des urgences. Dans l'échelle des urgences, celles-ci ne peuvent pas forcément rentrer dedans. Ce qui échappe souvent aux regards nationaux, c'est l'ampleur de la déscolarisation, la précarité des jeunes, filles comme garçons, le non-accès aux soins, ou l'absence de structures d'accueil adaptées pour les mineurs victimes. Ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question d'adaptation des politiques publiques à un territoire hors norme. Merci beaucoup. Je pense qu'à travers les enjeux, vous avez aussi parlé des besoins d'une certaine façon. Vous voulez compléter un petit peu ? Allez-y.
Je veux juste compléter quelque chose parce que c'est vrai que nous, à La Réunion, on parle aussi de précarité, comme il disait, mais on a aussi un phénomène qui a commencé depuis peut-être 2 ans. C'est que c'est des jeunes aussi de familles aisées qui se sont mis aussi à faire de la prostitution. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à La Réunion, il y a de plus en plus la drogue qui circule dans des soirées. Et elles se retrouvent après pris dans des pièges, soit par leurs petits copains. Et il y a toute la partie menace, chantage, qui fait que ce sont des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes qui sont en milieu précaire, mais c'est aussi en milieu aisé. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi, par rapport à ça, c'est pour ça que c'est important pour nous de faire de la prévention sur le numérique et aussi en milieu scolaire pour pouvoir bien sensibiliser et aussi auprès des parents pour qu'ils puissent prendre conscience des cas, que comme c'est banalisé à La Réunion, comme on travaille aussi avec les gendarmes. Et voilà, donc du coup, ils nous disent bien qu'il y a aussi cette partie d'éducation sur la sexualité, tant au niveau pour les mineurs, mais aussi au niveau pour les parents. Donc il y a ça. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, sur les enjeux, on a un peu avancé sur les besoins d'une certaine façon et on avance aussi sur le temps. Donc, je vais vous demander une seule question, finalement, elle va être assez simple. C'est pour vous, quel est le besoin le plus urgent sur votre territoire? Si on en a cité plusieurs, mais s'il y en avait un qui était plus urgent, sur lequel, en tout cas, les politiques publiques, les stratégies nationales devaient se positionner sur chaque territoire, quel serait le plus urgent? Alors, c'est un peu compliqué d'en trouver un. Mais je pense que... C'est le challenge. Ouais. Je vais prendre la parole, en tout cas, pour tous les professionnels de Guyane. Je me permets, parce que c'est une thématique qui revient tout le temps, même quand on parle des majeurs. Ça va être l'hébergement, les mises à l'abri, les dispositifs d'urgence, que ce soit pour les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Tout est surchargé. Le 115, on essaye encore, il faut essayer, mais ça fonctionne rarement. Il n'y a pas de structure de mise à l'abri pour les jeunes qui sont victimes de prostitution ou même de violence. L'ASE, ils sont très frustrés, justement, parce qu'ils nous disent, oui, mais on les place, et après, en fait, on n'a pas d'autre solution. Il y a des fugues, les jeunes, souvent, ils veulent être placés parce que comme ça, ils auront de l'argent de poche. Il y a vraiment un peu cet imaginaire-là chez eux. Et en fait, il y a vraiment plus de contrôle finalement. Même si je sais que les foyers, ou en tout cas les hébergements, ne sont pas non plus la réponse ultime. Mais je pense en tout cas pouvoir un petit peu extraire les jeunes de leur environnement, ce serait vraiment pertinent pour nous. Donc ouais, je dirais l'hébergement. Merci beaucoup. Alors nous aussi, on avait mis en gros point un hébergement d'urgence, puisqu'on travaille avec eux déjà, enfin on est dans les hôpitaux, donc assez souvent ce qui se passe, c'est comme il y a des tentatives de suicide, il y a tout ça pour faire appel à l'aide. Et même là, dans le 115, on travaille aussi maintenant avec. Et on a appris il y a une semaine que maintenant, ils n'ont que 150 lits sur 300. Donc ça emmène encore plus la difficulté. Et c'est là où on s'était dit, c'est pareil, c'est un hébergement d'urgence, en tout cas pour les jeunes mineurs, dans ce cas-là. Et puis, comme on sait tous... le fait de toujours aller faire des dossiers pour les demandes de subventions, comme là, on est sur le terrain, on emmène des choses en plus de constatation, voilà. Et ça aussi, continuer en fait dans cette optique, parce que si on change à chaque fois de structure des choses, en tout cas pour nous à La Réunion, c'est qu'on voit, c'est que les jeunes, les mineurs sont de plus en plus perdus. Moi, quand je disais dans les ateliers, ils nous disent souvent, je vais aller où et je vais faire quoi? Et c'est là où, pour quelques cas qu'on a eu là, ils retournent en fait dans les réseaux sociaux, puisque c'est là, nous, à La Réunion, où il y a le plus de contacts dans comme on dit, les proxénètes. Donc voilà. Merci beaucoup.
Ou avec vous à Mayotte pour le dernier? Un seul besoin. C'est dur. Je sais. Mais à travers les enjeux de vos présentations, vous en avez quand même ciblé certains. Mais c'est surtout le plus urgent pour vous. Si je dois vraiment choisir un, je dirais créer un dispositif de repérage et de prise en charge spécialisée. C'est la base pour moi. Mais rapidement, je dirais renforcer les capacités de l'ASE et de la PJJ, déployer la prévention là où sont les jeunes. Ah là, ouh. Des moyens humains créer des aussi. lieux d'accueil sécurisés pour les jeunes en rupture. Voilà, les besoins sont divers et variés, énormes, mais c'est vrai que... voilà, moi, je remercie vraiment Chloé, qui m'a repêché, je ne sais plus comment on s'est capté comme ça, pour me parler de tout ça. Je trouve ça extra et voilà, c'est vrai que dans nos territoires, nous avons plutôt le nez sur le guidon et que voilà, et donc c'est très bien qu'il y ait ce maillage-là qui va permettre aux uns ou aux autres de savoir ce que les uns et les autres font, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux besoins ou que vous voulez prendre Puisque bon, vous avez triché un peu quand même. Donc je vais laisser une parole équivalente à tout le monde. Non, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, allez-y sur les besoins. Oui, moi je dirais les moyens humains en fait. C'est vrai qu'en tout cas en Guyane, on peine à recruter parce que le département n'est pas aussi attractif que d'autres. La Réunion, peut-être qu'il y a un peu plus de personnes intéressées pour y aller. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, on se retrouve peu à travailler dans des structures associatives. Et finalement, ça rend compliqué aussi sur des sujets aussi lourds. Moi, on a des collègues qui c'est compliqué de travailler sur des sujets aussi violents quotidiennement, surtout avec des bénéficiaires qui sont mineurs. Donc je pense qu'il faut prendre aussi en compte cet aspect-là. C'est pas rien ce qu'on voit à travers les personnes qu'on reçoit. Et donc voilà, je voulais juste aussi parler de ça. Et donc effectivement, ça rend le travail social compliqué et pas forcément attrayant pour tout le monde. Mais bon, il faut le faire. Et en tout cas, si vous voulez venir en Guyane, voilà, il y a de la place. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à la salle, ce que j'ai surtout entendu, finalement, il y a quand même des choses qui se recoupent avec ce qui se passe sur le territoire national. Vous avez tous cité plus ou moins le même besoin important, structure spécialisée d'urgence. C'est quand même quelque chose qui concerne l'ensemble du territoire. Il y a aussi la question des besoins de formation et de coordination qui est revenue de votre côté. Idem, on est quand même sur, je pense que personne va me contredire, et puis sur la deuxième table ronde qui va enchaîner derrière, on va parler de ces questions-là et ces enjeux-là. Et la place du numérique est revenue quand même, alors principalement chez vous, mais je pense que c'est un petit peu sur tous les territoires, et on y est aussi confronté sur l'ensemble du territoire national. Ce que je vois plutôt par contre chez vous, et c'est là où il peut y avoir des ponts et des discussions qui peuvent être faites avec l'ensemble des partenaires et des personnes et professionnels qui interagissent sur cette question de l'exploitation sexuelle. Par contre, chez vous, il y a la particularité quand même des spécificités culturelles qui seront propres à chaque territoire, et même à l'intérieur de vos territoires qui sont parfois un petit peu différentes, et aussi cet éloignement territorial et géographique. Donc je pense que c'est ces deux points-là aussi qui sont quand même en termes d'enjeux et de besoins où il y a des choses à travailler. En tout cas dans la mesure du possible. Il y a des études, je ne sais pas si la DGCS va en parler, qui ont été financées. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole sur ce point-là, avant que je laisse la parole à la salle, dédiée sur ces questions-là. J'ai résumé un petit peu les enjeux et besoins. J'ai pris les plus importants. Je laisse la parole à Clarisse Vadurel de la DGCS. Oui, bonjour. Donc effectivement, Clarisse Vadurel, chargée de mission à la DGCS. J'allais justement ajouter un petit mot sur les études qui sont menées actuellement sur l'exploitation sexuelle des mineurs dans les territoires ultramarins, parce qu'au niveau de l'État, on est conscient qu'il y a des enjeux spécifiques sur chacun de vos territoires d'ailleurs, parce qu'on évoquait les enjeux dans les territoires ultramarins, mais il faudrait parler des enjeux spécifiques à chacun de vos territoires. Et comme on est conscient de ces enjeux particuliers, du fait qu'il faudrait qu'on ne peut pas toujours adapter et dupliquer les dispositifs nationaux dans ces territoires-là,
du besoin de mettre en place des choses spécifiques. Donc il y a des études qui sont actuellement menées par des groupements, enfin des cabinets sur chacun des territoires. Voilà, donc les calendriers des études devraient durer à peu près 20 mois. Là, on en est à la phase d'études statistiques. Et donc, les résultats devraient être connus à peu près à l'automne 2026. Et voilà. Et puis, c'était aussi pour vous remercier par avance de votre collaboration dans ces études-là, puisque ils vont avoir besoin aussi d'avoir accès à vos territoires, d'avoir accès aux jeunes avec lesquels vous travaillez, avec les professionnels. Donc merci par avance de votre collaboration qui sera très précieuse pour mener ces études. Et j'espère que les résultats pourront nous aider au maximum à nous adapter et adapter nos politiques à vos territoires. Merci. Je vais ouvrir les questions. S'il y a des questions dans la salle, si vous avez pareil, des questions ou à partager des expériences. Il y a une question dans la salle. Il y en a deux. Mais, juste là. Margot, là. Elle est juste là. Il y en a une deuxième là-bas, mais il y en a une autre. Alors, je commence. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, je suis Alexandre Avier, je suis sociologue. Je suis ravie d'entendre les territoires ultramarins ce matin, et notamment les collègues de Guyane. Ma question, donc, elle portera sur les 3 territoires avec une petite spécificité aussi pour la Guyane. Je me posais du coup la question des enjeux de repérage dans des contextes très, très paupérisés, très précaires, multiculturels, où l'altérité est super forte, avec des jeunes invisibles. Enfin, c'est quand même des enjeux très importants. Je me demandais comment est-ce qu'on engage le repérage sur ces questions-là. Et pour la Guyane, vous avez évoqué la question des camps d'orpaillage, donc des cas d'illégalité sur le territoire de Guyane. Comment est-ce qu'on repère dans ces territoires illégaux ? Et du coup, quid aussi peut-être des coopérations, puisque la Guyane est frontalière du Brésil et du Suriname, des coopérations avec le Brésil dans ce cas-là. Mais ça peut aussi toucher les autres territoires, La Réunion et Mayotte. Comment est-ce qu'on coopère aussi dans un contexte régional, culturel et politique différent, voire similaire ? Merci. On va commencer par la Guyane. Il y avait pas mal de choses autour de la Guyane. Puis après, Mayotte et... Alors, concernant le repérage dans des milieux un peu plus compliqués, il y a des associations qui sont associations de quartier, en fait, où on va avoir justement des médiateurs qui sont formés dans l'interculturalité. Et ce qui fonctionne bien, en fait, c'est la médiation par les pairs, tout simplement. C'est des jeunes du quartier qui vont vers les jeunes de leur quartier. Donc ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Beaucoup d'associations aussi ont comme domaine de compétence la prévention en santé sexuelle. Donc ça passe beaucoup par ce biais-là, que ce soit dans les établissements scolaires ou dans les quartiers. Donc on s'appuie beaucoup sur ces structures-là pour pouvoir accéder après aux jeunes qui auraient un besoin, que ce soit sur une thématique juridique autre que la prostitution. Mais en tout cas, un accompagnement peut-être socio-éducatif sur cette... thématique-là. Donc, on collabore beaucoup avec les partenaires pour ce qui est du repérage. Parce que c'est vrai que nous, on ne va pas faire de maraude directement. On va plutôt passer par les établissements scolaires ou des permanences en communes isolées. Du coup, il faut le savoir pour que les jeunes puissent venir aussi. Donc on va plutôt passer par les associations qui vont directement faire du repérage dans les quartiers. Et concernant les camps d'orpaillage et la coopération régionale. Alors, c'est un peu compliqué. Il va y avoir de la coopération régionale, en tout cas au niveau des forces de l'ordre, quand il y a vraiment des réseaux. Là, les forces de l'ordre vont vraiment être au taquet. Mais sinon, je vous avoue que j'en sais pas vraiment plus. Je sais que ça fonctionne bien avec la République dominicaine, en tout cas, la coopération. Brésil aussi, Suriname, un peu moins sur ces questions-là, il me semble. Et au Suriname, la prostitution interdite, mais finalement, à la frontière avec la Guyane, on a énormément de maisons closes et beaucoup de personnes traversent pour
consommer de la prostitution au Suriname et aussi au Brésil. Il y a quand même une grande impunité finalement, donc il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Et pour le repérage, pour terminer, le repérage dans les camps d'orpaillage, c'est en fait quand les femmes elles reviennent après sur le littoral, qu'on arrive un petit peu à les approcher, et encore c'est quand il va y avoir par exemple quand il va y avoir une démarche peut-être au niveau du domaine de la santé. Là on va peut-être être appelé par les hôpitaux. Comme on est aussi agréé par le ministère de la Justice, dès que le parquet peut aussi nous appeler pour effectuer des évaluations victimes. Donc ça va plutôt passer par ce biais-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore allé en camp d'orpaillage. C'est un projet. C'est un projet, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça rend en fait très compliqué l'identification. On est en pleine forêt amazonienne, donc il n'y a pas de solution. On attend finalement que les personnes se rendent sur le littoral. Avez-vous des... Alors, de notre côté, repérage, j'ai envie de dire, c'est un peu sur le même modèle que la Guyane, à ceci près que il n'y a pas beaucoup d'acteurs déjà de terrain. Et le peu d'acteurs que nous sommes, j'ai envie de dire, nous allons dans les quartiers balisés, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ce qui est informel, qui représente quand même la plus grosse partie, pour l'instant n'est pas encore investi par des acteurs comme nous. C'est en train, mais ce n'est pas encore efficient. Après, une fois qu'il y a repérage, etc., donc c'est les orientations avec comment dirais-je, les instances, les structures spécialisées. Je parlais tout à l'heure, nous travaillons en étroite collaboration avec le SPIP, la PJJ, etc. En termes de coopération, on est assez fermé à Mayotte, malheureusement. Le territoire le plus proche, le département le plus proche, c'est La Réunion. Mais c'est pas encore... on peut mieux faire. C'est pas encore ça. Et puis, les autres territoires autour de nous, que sont les Comores, Madagascar, alors là, il n'y a rien du tout. Mais absolument rien. Pourtant, on aurait tout à gagner, en fait, qu'il y ait ces passerelles-là, au vu des populations qui viennent à Mayotte, qui transitent à Mayotte. J'ai cité ces deux-là, mais Mayotte, c'est aussi l'immigration africaine venant des Grands Lacs, de la Somalie, de la Syrie, etc., et du Maghreb. Donc c'est tout ça, ce melting pot-là, qui enrichissent énormément la société mahoraise, mais où, je le disais encore tout à l'heure, que ne coche à aucune case, en fait. Donc nous sommes là, mais complètement démunis, on ne sait pas où. Et puis, quand bien même on arrive à convaincre quelqu'un, mais à un moment donné, il se retracte parce que n'est pas sûr, a peur de ne plus pouvoir revenir, d'être accompagné à la frontière. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces problématiques-là ne concernent que les personnes en situation irrégulière. Ce n'est vraiment pas mon propos, mais c'est ce qui est exacerbé quand même, parce que ne coche à aucune case. Merci. Est-ce que vous voulez compléter ? Alors nous, la Réunion, c'est comme la métropole, c'est, par rapport à la Guyane et Mayotte, c'est pas les mêmes choses, la même manière, sauf pour le repérage. On travaille en partenariat toujours avec les instituts ou quand on fait de la prévention dans les établissements scolaires, partout où on va faire de la prévention. C'est là où on a déjà des fiches avec le nombre, que ce soit l'inceste, les violences sous toute forme sexuelle, ou bien là ça décline après sur l'exploitation sexuelle. Donc tous nos repérages par fiche
tout ce qu'on fait, on a après, soit avec tous les partenaires, c'est ça Lidwina, voilà. Et c'est comme ça, quand on se regroupe, planning familial ou directeur d'école, enfin voilà. Et grâce à ça, on a réussi, comme là sur la carte qu'on avait mis, pour l'instant, dans l'Est, je ne vais pas dire la commune, parce que c'est en train d'être fait par la police, la gendarmerie, parce que dans l'association, on a aussi un inspecteur de gendarme, enfin de police. Et dans l'Est, là, il y a un repérage justement dû à tout ce qu'on a entendu et vu, des substituts. Oh mince. Et donc là, ils sont en train de travailler, comme en 2023, il y a eu aussi dans le sud de l'île 23 personnes qui avaient été arrêtées avec ça. Ça a fait la une des journaux. Là, on essaye de faire pareil. Donc le repérage sur les secteurs où on intervient avec d'autres associations, comme elle disait aussi. Et là, c'est sur les quartiers. Quand on va dans les quartiers, en fait, on va dans les établissements où il y a nous, on appelle ça l'école de la seconde chance. Quand on fait de la prévention, c'est comme ça aussi qu'on voit les résultats. Enfin voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Mais... Merci beaucoup. Je suis désolée de frustrer ceux qui avaient des questions, mais on va être en retard sur le temps. Je suis aussi gardienne du temps, en plus d'être modératrice. Mais par contre, vous allez avoir tout le loisir de discuter avec nos intervenants, puisque nous avons 15 minutes de pause. Donc je suis désolée pour ceux qui avaient des questions. Je m'en excuse. Un grand merci à vous quatre pour vos interventions. Je parlerai tout à l'heure dans les perspectives en fin de journée des échanges sur les territoires ultramarins. Et on se retrouve dans un quart d'heure. Merci beaucoup. Alors, juste avant que vous quittiez la salle, 2 petites précisions. Alors d'abord, merci beaucoup aux intervenants de vos témoignages précieux. Je vous rappelle que dans le hall, il y a une table avec tous les flyers de nos intervenants. Vous pouvez échanger avec eux, mais aussi prendre leur documentation. Un petit quart d'heure de pause avec pour consigne de vous restaurer exclusivement à l'extérieur de la salle, s'il vous plaît, puisque ne sont autorisés aucune boisson ni aucun aliment à l'intérieur. Merci.